bienvenue sur cette table ronde. Comme vous le voyez, le titre est sans équivoque. Nous allons parler de la silver economy et de l'e-santé. Ça tombe bien à l'université de l'e-santé de parler de l'e-santé, évidemment. Et puis, vous l'avez vu, nous avons utilisé un terme un peu accrocheur, diront certains, marketé peut-être, diront d'autres, sur la communication, mais notamment ce senior-centric. Comment devons-nous nous comporter, justement, par rapport à ces seniors ? Alors, pour parler de sujet, qui est un vaste sujet, je suis ravi d'accueillir avec côté du Festival de la communication santé nos 3 intervenants, parce que c'est une table ronde qui est parrainée, sponsorisée, je ne sais pas comment on l'appelle ici, par le Festival de la communication santé et la Fédération nationale de l'information médicale, que j'ai le plaisir de présider. Peut-être pour rentrer un petit peu plus, faire connaissance, Nadia, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Donc, bonjour, je suis Nadia Frontini. Je dirige au sein d'Orange une mission qui est relative au développement de la silver economy. On en parlera plus tard de la silver economy. Donc c'est l'impact du vieillissement de la population sur l'ensemble de l'économie et de façon tout à fait notoire sur notre système global de santé, donc y compris l'action sociale et l'action médico-sociale. Luc. Bonjour, Luc Broussy, je suis ici en tant que président de France Silver Eco, donc je vous dirai à peu près à quoi ça sert et quel est son périmètre tout à l'heure. J'ai été l'auteur d'un rapport que j'ai remis au Premier ministre en mars 2013 sur l'adaptation de la société au vieillissement. Je dirige un master de politique gérontologique à Sciences Po qui, en tout cas, s'est appelé, et c'est le cœur d'ailleurs de ce qu'on va se raconter après, qui s'appelait Politique gérontologique et gestion des EHPAD pendant 10 ans et qui vient d'être rebaptisé cette année Politique du vieillissement et Silver Economy. Voilà. Et puis par ailleurs, je gagne insuffisamment ma vie en éditant des journaux spécialisés dans le secteur médico-social, dont le mensuel des maisons de retraite. Dominique. Je suis présidente du Festival de la communication santé qui a lieu à Deauville tous les ans et qui a 26 ans aujourd'hui. Aujourd'hui en plus. En novembre, pas aujourd'hui, mais qui aura 26 ans en novembre. Alors, pas encore senior, mais quand même. Et on va revenir sur le festival dans très peu de temps. Très rapidement quand même, parce que c'est vrai que certains nous connaissent, d'autres pas. Donc moi je prends ici la parole pour le Festival de la communication santé, certes, mais pour la FNIM. Quelques chiffres que vous retrouverez. C'est une fédération qui est vieille, qui va bientôt avoir 40 ans, donc qui réunit pas loin de 70 prestataires, tous dans le monde de la santé, sur de l'information et de la communication. Et c'est à ce titre que nous l'animons. Donc une fédération créée en 1976. On a un peu moins de 20 rendez-vous par an. L'année dernière, 16. On en est déjà 11 cette année. Donc on n'a pas chômé sur ce début d'année. Et comme je vous le disais, 67 sociétés, 12 métiers. C'est ce qui fait aussi la particularité de la FNIM. C'est que nous réunissons des métiers complémentaires, tous au service de cette information et de cette communication santé. Donc des métiers prestataires. Alors, Dominique, justement, le festival est aussi partenaire de cette université de l'e-santé à Castres. Quelques mots sur le festival et quelle est la place, justement, alors peut-être pas de cette silver economy, on y reviendra, mais du digital ou du numérique, pour rester français, dans ce festival qui a lieu à Deauville, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Déjà, nous sommes vraiment très heureux d'avoir noué ce partenariat avec l'université de la e-santé. C'est je trouve que c'est un moment très fort, avec des humains formidables et qui sont tous réunis pour notre bien commun qui est la santé. Et le Festival de la communication santé ayant 26 ans, nous sommes au cœur de la façon dont on communique sur ce sujet. Et bien sûr, au fur et à mesure, nous avons pu voir l'évolution vers le numérique. Et aujourd'hui, la e-santé. La e-santé des seniors est un point qui semble tout à fait essentiel parce qu'il y a un chiffre très marquant. Toutes les 37 secondes naît un senior en France. Toutes les 37 secondes. Un senior, c'est 65 ans. Alors évidemment, on peut vivre bien longtemps après, mais toutes les 37 secondes, un senior naît en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un changement de société qui s'opère et dont vont nous parler brillamment nos deux intervenants. Bon, en tout cas, un festival qui, lui, n'est pas encore senior. Il a de l'âge, mais il a encore un bel avenir devant lui. Alors,
En préparant avec Dominique cette réunion, on a regardé, donc il y a un moteur de recherche dans les études, c'est toujours intéressant, c'est Google, on trouve tout, de temps en temps n'importe quoi, donc on a pu vérifier que le mot e-santé est un mot, comme vous le voyez, qui est quand même plutôt très couru sur Internet, avec beaucoup d'items. On s'est plongé aussi sur Silver Economy. Et puis, mais au final, c'est intéressant, parce que dans un moteur de recherche américain, on voit que la version française, qui est l'économie des seniors, sort mieux que le mot Silver Economy. Donc on voit qu'on est peut-être là dans un problème de sémantique, voire de communication, on y reviendra après tout à l'heure, voire peut-être de ciblage, ce qui est aussi l'un des sujets de la table ronde. Alors, Dominique l'a dit avec un chiffre, toutes les 37 secondes. Là, vous l'avez, un autre chiffre qui sort d'une étude sur les personnes âgées de 60 ans, donc on est 15 millions aujourd'hui, et on sera en 2030 plus de 20 millions. Je pense que j'en ferai, j'espère en tout cas, partie. Mais c'est vrai que je pense qu'on est tous concernés par un sujet qui est un sujet d'avenir, qui est un sujet qui est notre avenir à tous au final, ou peut-être déjà un sujet présent quand c'est l'avenir de nos parents ou de nos grands-parents. Alors, juste avant d'entrer dans le débat, je ne peux plus m'empêcher de trouver ce dessin. J'aimais bien l'idée que ce dessinateur qu'on connaît tous avait voulu nous faire passer. Être vieux, c'est être jeune beaucoup plus longtemps que les autres. C'est qu'on va se souhaiter à tous, malgré ce que j'ai pu entendre dans certains cas, quand lors du déjeuner, on peut se rendre compte que vieillir, c'est pas toujours facile, mais ça va être le sujet justement de la table ronde. Avant peut-être de plonger, dernier point, Nadia, vous souhaitiez qu'on passe un petit film. Donc on va faire un tout petit peu de promotion. Alors là, le film, c'est pas du tout... Enfin, bon, c'est un film Orange, d'une publicité d'un service qui est sorti au mois de novembre. Et moi, je le trouve assez illustratif de la Silver Economy, puisque c'est un film qui promeut c'est un film publicitaire qui passait sur la télévision au mois de novembre. Enfin, il y a eu une campagne de publicité au mois de novembre. C'est pour un service sur votre smartphone. Vous pouvez allumer la lumière, mais derrière, il y a plein d'autres services. Gérer le chauffage, s'apercevoir s'il y a une fuite d'eau. Enfin, il y a plein de services, et on sait que plus tard, ce service, on l'utilisera pour le wellness et peut-être éventuellement pour la télémédecine. C'est compliqué de communiquer sur la vieillesse. Donc vous verrez qu'on a essayé de trouver un petit peu comme un temps de communication décalé. Voilà, un temps de communication décalé. Et j'ai suggéré à Eric effectivement de ce petit film pour donner la tonalité de qu'est-ce que ce nouveau marché de la Silver Economy dont on parle, c'est-à-dire le marché du vieillissement de la population, comment faire en sorte que plutôt que d'associer vieillissement avec hôpital ou maison de retraite, comment faire la prévention et comment accompagner le vieillissement, notamment avec des services de confort. Donc je vous laisse le passer. Alors, est-ce que ça va marcher ? Ça marchait ? C'est ça le problème des gens qui sont habitués au Mac. En agence, on est habitué au Macintosh, donc du coup, forcément, le monde du PC nous parle moins. Non, mais ça marchait. D'accord, excusez-moi, parce que sur le retour, ça ne marchait pas. Alors, on va y arriver. C'est parti. Force et honneur, maîtresse de la lumière. Je t'ai reconnu avec tes super pouvoirs. Pourtant, ton choix d'enveloppe charnelle est bien curieux. Allez, viens, allons combattre ensemble l'infâme Norgut. Roger, tu peux venir s'il te plaît? Roger! Orange Home Live, pilotez votre maison depuis votre mobile. Donc demain, piloter notre santé, c'est ce qu'on doit entendre dans ce film. Le confort. Alors, je vous propose de rentrer directement dans les sujets qui vont nous concerner autour de cette senior. Je ne sais pas, vous répondez dans l'ordre que vous voulez. On n'a pas décrit un script très précis. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est déjà de mieux comprendre ce qu'est cette Silver Economy, cette économie des seniors, et quels en sont les enjeux, notamment en termes de santé. Nadia. Alors voilà, c'est ça. On n'a pas prévu, mais on a prévu quand même que c'était moi qui commençais, qui me jetais à l'eau. Alors, je crois que maintenant, voir Orange dans les manifestations relatives à la santé est quelque chose de compris. Vous nous connaissez, pour certains qui ne nous auraient pas encore repérés. Vous nous connaissez parce que un grand nombre de fois sur 100 ou sur 10,
Quand vous êtes à l'hôpital, derrière, il y a des télécommunications. La poire infirmière, c'est nous. Vous nous connaissez également parce que, notamment pour les maisons de retraite, on a des services qui permettent de protéger les travailleurs isolés, donc notamment les infirmières, qui évitent aux personnes désorientées de quitter un certain périmètre. Vous nous connaissez maintenant peut-être mieux avec ce petit film sur les offres de confort. Pourtant, ce qui intéresse Orange et ce qui a interpellé un très grand nombre d'opérateurs de télécommunications, c'est la télémédecine. Et les premières expérimentations de télémédecine, elles ont eu lieu il y a 20 ans. Et on se rend compte que la télémédecine n'est quand même pas autant développée qu'on l'aurait souhaité. Et donc on a commencé à réfléchir parce que les pouvoirs publics, les hôpitaux nous disaient « mais qu'est-ce que vous avez dans les cartons, les industriels ?» et nous on leur disait « mais on a plein de choses, pourquoi vous ne les utilisez pas ?» Et de fil en aiguille, on en est venu à se dire « mais en fait on ne se comprend pas, on est en pleine transformation numérique du domaine de la santé ». Donc la silver economy, c'est l'impact du vieillissement sur l'ensemble de l'économie, donc y compris les transports. Au moins, je suis sûre que c'est le cas dans la région dans laquelle on est. Vous voyez, les nouvelles trames de train, elles ont des marches qui montent et qui descendent en fonction de la hauteur du quai. C'est bien entendu un des impacts de vieillissement de la population, mais quelque part, globalement, le souhait de l'ensemble de la population de vivre plus confortablement. Donc là, j'ai parlé des transports. On sait très bien que pour le tourisme également, faciliter l'accès à un point remarquable, mettre un petit signe pour dire là, vous avez la meilleure photo, c'est déjà aux États-Unis depuis des dizaines d'années, ça vient en France également. Donc ça, c'est la silver economy. Mais l'impact du vieillissement sur le domaine de la santé est colossal, on le sait bien, avec la multiplication des maladies, notamment des maladies chroniques, et un système de santé qui a été construit dans les années 45, partout dans le monde, autour de l'hôpital, et qui est donc particulièrement pas adapté. Pas adapté, peut-être pas remis en cause, peut-être, c'est ce qu'on entend ? Alors, pas adapté. Le sujet n'est pas la remise en cause. Le sujet est comment mieux accompagner nous tous qui vieillissons, qui abordons donc les années avec quelques petits handicaps qui ne sont pas des handicaps majeurs, mais tout de même. Quand on est en bonne santé, alors comme je le disais, le système de santé mis en place dans les années 45, complètement hospitalo-centrique. Et de nombre d'investissements des pouvoirs publics, notamment en France, mais c'est vrai également en Europe, mais tout particulièrement en France, se sont faits autour des établissements, les hôpitaux, les maisons de retraite. Quand on est en pleine forme, on sait très bien si, quand on a un rhume, on va directement chez le pharmacien. Quand on sent que c'est un peu plus compliqué, on se dit « oups, c'est quand même mieux aller chez le médecin traitant, parce que là, il vous donnera une ordonnance, etc. » Donc quand on est en pleine forme, c'est facile de coordonner la première ligne. Quand on est en moins bonne forme, ça commence à devenir compliqué. Savoir si c'est le spécialiste qu'il faut voir, savoir s'il faut aller aux urgences, savoir si il faudrait peut-être pas mieux quitter sa maison pour aller en maison de retraite. C'est tout cet aspect-là qui nous... donc, Orange, nous avons été amenés à réfléchir en se disant, en traitant le sujet différemment. C'est-à-dire que la télémédecine, ou la e-santé, c'est pas seulement une technologie au service d'une cause, c'est un révélateur d'une transformation numérique qui doit s'opérer sur l'ensemble du système de santé, y compris la prévention. Et donc, en fait, il apparaît qu'il y a quand même deux grands types... il y a l'impact du vieillissement de la population sur le domaine de la santé. Il va y avoir deux gros impacts. Et l'impact sur le marché grand public, c'est-à-dire nous tous, c'est le marché du confort. Et c'est typiquement l'illustration que je viens de donner par le petit film que vous avez bien voulu passer. Ça, c'est le marché du confort et qui va progresser au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'on a besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit aide. C'est quand même sympa. On appuie sur son smartphone, pouch, on a toute la lumière qui est faite, mais on peut aussi, vous le savez bien, sur votre smartphone, pour peu que vous ayez le dernier iPhone, vous avez votre rythme cardiaque, vous avez votre durée de sommeil, on vous dit, vous n'avez pas assez dormi, là vous avez suffisamment dormi, etc. Donc toutes les petites aides. Par contre,
l'autre marché, celui de la fragilité, c'est-à-dire quand on commence vraiment à se sentir un petit peu démuni, là c'est vraiment le système de santé dans toute sa grandeur qui intervient, c'est-à-dire le système sanitaire, médico-social et social, et c'est celui-là qui nous semble être, nous, en tant que gros opérateurs, gros industriels, doit être mieux structuré pour permettre aux technologies d'aider tout d'abord les professionnels et puis, en conséquence, les personnes vieillissantes. Voilà, donc 2 grands marchés de la silver economy. Luc, peut-être un petit historique sur France Silver Eco. Comment est né France Silver Eco? C'est un organisme qui est né en 2009 et qui s'appelait le CNR Santé, le Centre National de Référence Santé, qui a été largement imaginé par le ministère de l'Industrie. Comme il se trouve que le ministre de l'Industrie à l'époque s'appelait Christian Estrosi, le siège du coup est à Nice. Pratique. Voilà, donc une ville de seniors, on dit souvent. Donc en plus. Oui, mais pas que. Mais pas que. Voilà, très bien. Non, mais je veux dire, c'est pas les départements où il y a le plus de seniors qui sont les plus vieux. Enfin, mais en tout cas, le CNR Santé avait vocation à fédérer un peu les acteurs de l'écosystème, ce qu'il a fait un peu, mais pas suffisamment. Voilà, j'en ai pris la présidence au mois de septembre dernier. On a changé de nom d'abord. France Silver Eco, ça parle à tout le monde. CNR Santé, personne ne comprenait ce que ça voulait dire. Et puis, je ne voulais pas qu'il y ait le mot santé. Voilà. C'était un des débats que nous avons eus, puisque, et je vais y venir dans la réponse à la question que vous avez posée, la Silver Economy, à l'évidence, ne se résume pas à la santé. Moi, je dirais qu'il y a 2 acceptions possibles de la Silver Economy. La première, au fond, on a appelé Silver Economy, c'était un peu la suite de ce qu'on appelait les gérontechnologies. Voilà. C'était le terme usité à la fin des années 2000, les gérontechnologies. Puis après, on s'est dit géronte, c'est pas génial, donc on va parler des technologies d'autonomie. Et voilà. Et est arrivé ce terme de Silver Economy qui peut apparaître un peu marketing, mais qui n'a pas d'ailleurs été inventé par une agence faite pour ça, qui a été au fond popularisée, assez paradoxalement, par 2 ministres, Arnaud Montebourg et Michel Delaunay, qui ont donné le nom de Silver Economy à la filière industrielle qu'ils ont créée en avril 2013. C'est donc le nom officiel d'une filière industrielle, il y en a 20-25 en France, et donc ça a été imaginé et monté par l'État lui-même. Est venu se greffer à ça un comité de filière et un contrat de filière avec une série d'objectifs sur lesquels on pourra revenir. Donc première acception, j'allais dire, de la Silver Economy, c'est tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies qui permettent une meilleure prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. C'est, j'allais dire, le premier cercle concentrique. À l'évidence, aujourd'hui, on a une exception beaucoup plus large. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commis un rapport sur l'adaptation de la société au vieillissement, où je parle, et la loi le fait aussi du coup, de logement, je parle des bailleurs sociaux, je parle de l'urbanisme, je parle de ville amie des aînés, je parle de la mobilité, je parle du transport dans la ville, tout ça c'est de la Silver Economy. Et comme c'était dit, c'est au fond l'ensemble des acteurs économiques et sociaux qui ont décidé eh bien, de tirer les conséquences du vieillissement de la population. C'est donc Leroy Merlin et la paire qui ont décidé que les 2 endroits à risque dans une maison, c'était la cuisine et la salle de bain. Donc on va travailler sur ces 2 éléments mobiliers. C'est des organismes financiers qui commencent à regarder comment, comme la Caisse des dépôts, comme le Crédit Agricole, comme d'autres, comment à la fois on va peut-être diriger l'épargne vers des startups, vers des fonds d'investissement dédiés à l'innovation, mais qui vont aussi, assez paradoxalement, penser à ressortir du formol des vieilles formules comme le prêt hypothécaire viager. On pourra en reparler, mais ça aussi c'est de la Silver Economy. C'est comment aujourd'hui, ou plutôt comment demain, des personnes qui ont du patrimoine mais des faibles ressources, eh bien, vont pouvoir liquidifier leur épargne pour payer l'adaptation de leur logement. Je rappelle que 75% des seniors sont propriétaires de leur logement, et donc ils peuvent bénéficier d'un certain nombre d'aides, mais il faut surtout voir comment ils peuvent financer eux-mêmes l'adaptation de logements dont ils sont propriétaires. Mais je pourrais parler également de Decathlon qui réfléchit en ce moment, y compris avec nous d'ailleurs, sur la façon de, sans faire
un rayon senior, parce qu'il ne faut pas stigmatiser, mais comment on peut quand même attirer cette clientèle, voilà. Donc la silver economy, c'est l'ensemble de ces acteurs économiques. Certains sont très en avance, d'autres sont encore un peu en réflexion, mais c'est au fond comment le vieillissement qu'on prenait pour une espèce de catastrophe potentielle est en train de devenir, pour un certain nombre d'acteurs économiques, une opportunité en termes d'innovation, en termes de création d'emplois. Voilà, à mon sens, voilà, les deux définitions un peu différentes, mais à l'évidence, la deuxième est en train de prendre le pas sur la première. La silver economy, c'est l'ensemble de ce champ. Alors pourquoi on parle maintenant de silver economy maintenant ? Pourquoi on n'en parlait pas il y a 10 ans ? Parce que je pense qu'il y a 3 phénomènes que je voudrais vraiment résumer très très rapidement qui ont changé. Il y a un premier facteur d'ordre sociologique. Un retraité averti en vaut 2. Nous avons vécu à la fin du XXe siècle avec une génération de gens qui se sont fait surprendre par la dépendance, qui se sont fait surprendre par leur propre vieillissement. Madame Duchemol, 1990, à Castres, elle entre à l'EHPAD de Castres, à 90 ans. Donc elle est née en 1900. Personne ne me contredit là-dessus. Personne ne la connaît peut-être, mais peut-être, allez savoir. En 1900, elle naît dans une France dans laquelle l'espérance de vie est de 45 ans. En 1990, elle rentre à l'EHPAD de Castres dans une France où l'espérance de vie est de 80 ans. Et donc, voilà, cette dame, elle ne savait pas, elle, comme toutes celles qui logent avec elle dans son EHPAD, elle ne savait pas qu'elle vivrait aussi longtemps, et surtout que aussi un nombre de Français aussi nombreux allaient vivre aussi longtemps. Là, on est dans une autre génération. On est la génération des enfants. On est dans la génération, la plupart des seniors d'aujourd'hui sont des gens qui, au cours des 15 dernières années, ont eu à s'occuper de la dépendance de leurs propres parents. Donc ils savent ce que c'est que devoir trouver une maison de retraite. Ils savent ce que c'est que les affres qui consistent à récupérer l'argent de la fratrie disséminée dans les 4 coins de la France pour payer l'aide à domicile, etc., etc. Donc les seniors auxquels nous nous adressons aujourd'hui sont des gens qui savent, qui ne se feront pas surprendre, qui vont donc pouvoir anticiper, qui vont donc pouvoir comprendre ce que ça veut dire que prévenir. Voilà. Donc ça, il y a un premier facteur d'ordre sociologique qui fait que nous ne nous adressons plus du tout aux mêmes seniors qui a même 10 ou 15 ans. Il y a un deuxième facteur d'ordre démographique. Un baby-boom peut en cacher un autre. Il y a un premier baby-boom qu'on a identifié depuis 20 ans. C'est le nombre de personnes âgées dépendantes. 1 million aujourd'hui, 1,5 million dans 20 ans. C'est énorme, 50% d'augmentation, 500 000 personnes à plus. Mais voilà, on voit le phénomène, on l'a identifié. On en connaît les défis, les contours. Bon. Il y a un deuxième phénomène qu'on n'avait peut-être pas suffisamment anticipé, qu'on n'avait peut-être pas suffisamment identifié, et qui lui est totalement nouveau dans l'histoire, je dirais, de l'humanité. C'est l'explosion du nombre de personnes très âgées, mais valides. Et ça, c'est la première fois que nous allons avoir des millions de personnes qui ont plus de 85 ans, mais qui sont absolument pas dépendantes. Qui ne courent pas le 100 mètres en 15 secondes, mais qui n'ont rien à faire dans un EHPAD, et qui auront peut-être d'ailleurs jamais rien à faire dans un EHPAD de leur vie. En 2050, 5 millions de Français, contre 1,5 million aujourd'hui, 5 millions de Français auront 85 ans et plus. 2 millions seront dépendants, 3 millions ne seront pas dépendants. Eh bien, la silver economy, c'est pas seulement l'économie des seniors, c'est comment la France va s'adapter à cette population-là. Des gens qui sont fragiles, mais qui sont valides, des gens qui veulent rester chez eux, des gens qui veulent être mobiles sans pouvoir conduire la voiture, des gens qui veulent avoir des loisirs, qui peuvent avoir accès à la culture, etc., etc. Voilà donc un deuxième déterminant. Et le troisième, enfin, c'est la notion de domicile. Depuis des années, on nous surime le fait que... J'ai dirigé pendant 15 ans le syndicat des maisons de retraite privées. C'est pour ça que j'en avais un peu ce discours-là, qui était de dire les gens veulent rester chez eux. 95% des Français interrogés souhaitent rester chez eux. Je ne sais pas, moi, c'est un peu comme si on lançait un sondage sur est-ce que vous préférez être jeune, beau et riche ou vieux, con et pauvre. 95% vont répondre peut-être... On peut poser la question d'ailleurs. Hein. Qui voudrait rester chez... Donc je veux dire, ça n'a pas de sens, cette question n'a pas de sens si elle est posée comme ça. Tout dépend, c'est quoi son chez-soi ? Si son chez-soi, c'est la maison dans laquelle on a élevé pendant 40 ans les enfants, voilà, le conjoint est décédé, on est maintenant avec les marches un peu compliquées, le jardin à tondre, etc., etc. Si c'est ça ce domicile, à l'évidence, il n'est plus adapté.
Mais entre ça et l'EHPAD, il y a maintenant toute une autre conception de ce qu'est le domicile. J'en veux pour preuve l'explosion actuelle du nombre de résidences seniors dans ce pays. La résidence senior, c'était quelque chose qui, depuis le début des années 2000, n'arrivait pas à décoller. Là, c'est, depuis 4-5 ans, une véritable explosion du nombre de résidences seniors. Parce que c'est la synthèse de ces éléments sociologiques et démographiques. Vous savez que dans les résidences seniors, la moyenne d'âge, c'est 80 ans. C'est pas 65 ans, c'est 80 ans. Les Domitis, les jardins de Arcadie, c'est 80 ans. Et donc, ça, c'est aussi une façon différente de vivre le domicile. Oui, on continuera à vivre à domicile, mais pas le même domicile. Voilà. Déjà aujourd'hui, dans les grandes capitales régionales, j'étais à Dijon il y a peu de temps où on avait étudié précisément le phénomène, mais je crois que ça se vérifie à peu près partout maintenant, les seniors se recentrent en centre-ville. Ils abandonnent le périurbain, ils viennent en centre-ville, c'est là qu'ils auront, et c'est là qu'ils savent qu'ils vont pouvoir, ne serait-ce que par ce simple déménagement, gagner 5, 6, 7, 8, 9 ans d'espérance de vie, parce qu'ils seront... Donc, vous voyez, une évolution sociologique, on ne parle pas aux mêmes seniors, une évolution démographique, l'explosion du nombre de gens très âgés mais valides, ce qui est un nouveau phénomène, et enfin, le fait de penser différemment la notion même de domicile, voilà à mon avis 3 soubassements théoriques pour penser à la silver-économie demain. Bon, en tout cas, on répond déjà un petit bout de la question. On est déjà multicentrique au niveau du senior, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs seniors. Et puis, Nadia, vous vouliez commenter? Oui, je vais commenter. Enfin, je voulais juste rajouter un élément également, un élément complémentaire qui est que on arrive également à la génération du baby-boom qui rentre en fragilité. C'est-à-dire que les années 45, une personne née en 1945 à 70 ans, je ne me trompe pas, 70 ans on est en forme, 75 ans on remarque encore quelques éléments de fragilité. Et la montée en charge de cette population qui n'a pas été habituée à ce qu'on ne fasse pas attention à elle, hein, c'est la génération de la liberté. Michel Delaunay la décrivait très très bien, cette génération qui est relativement individualiste aussi. Elle attend du système de santé une réponse adaptée. Et on sait très bien que les établissements ne sont pas une réponse adaptée et que l'adaptation du logement, au-delà de l'adaptation physique du logement, c'est également la possibilité d'avoir un service de santé aussi à domicile, et ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et ça n'existe pas, non pas parce que les technologies n'existent pas, elles existent. Hein, ça fait 20 ans qu'a eu lieu l'expérimentation de téléchirurgie entre Boston et Strasbourg, hein, donc la technologie existe. Mais pour l'instant, avoir du sanitaire ou avoir un accompagnement à domicile, ça n'existe pas. Non pas parce que les seniors ne savent pas utiliser les technologies, on le sait bien, la génération du baby-boom est complètement connectée. Ils sont utilisateurs. Hein. Est complètement connectée, côté Orange, on le sait bien. Hein, mais non pas parce que les professionnels sont réticents à utiliser les nouvelles technologies, mais parce que l'organisation a du mal à permettre aux professionnels ou même aux usagers d'avoir à leur disposition, donc à leur domicile notamment, le meilleur accompagnement possible. Un des exemples que je citais à midi, alors je ne vois pas la personne avec qui j'en parlais, mais c'est le retour à domicile après hospitalisation. C'est une assistante sociale de l'hôpital qui se coordonne avec l'assistante sociale du département, qui se coordonne avec l'assistante sociale du centre communal d'action sociale. Mais ces personnes ont exactement le même métier, assistante sociale. L'une est payée par l'assurance maladie, l'autre par les taxes et la troisième par les impôts locaux. Elles ne partagent aucun outil commun. Et en général, la personne reste en soins de suite parce que c'est beaucoup trop compliqué le retour à domicile. Voilà ce que je voulais rajouter. Alors, ça tombe bien parce que, Luc, justement, à France Silver Eco, cette problématique santé, même si j'ai bien compris, vous aviez réélargi au sens le plus large possible cette Silver Economy, mais est-ce qu'il y a des chantiers qui ont été engagés? Comment cette vision de la santé, voire même de cette e-santé qui pourrait lier tout le monde, comment vous l'abordez? Est-ce que toutefois vous l'abordez d'ailleurs? Moi, je vous donne mon sentiment personnel, enfin mon impression personnelle, que mon ancienneté dans ce secteur-là ne me donne pas totalement encore légitimité à bien fixer. Mais j'ai souhaité, moi, faire en sorte que la Silver Economy, nous puissions la développer en lisière du secteur que vous appelez e-santé. Bon. Évidemment, on voit bien les connexions qu'il y a. Il y en a. Mais je considère qu'en termes de processus de politique publique, la e-santé
piloté par le ministère de la Santé et un certain nombre d'organismes satellites, avec au cœur des professions médicales dont on connaît l'immense souplesse. Moi, je pense que, comme ça a été souvent le cas d'ailleurs, que c'est dans le domaine médico-social, dans le domaine des personnes âgées, où la souplesse est plus grande, les rigidités un peu moins fortes, que des innovations peuvent émerger peut-être de manière un peu plus souple. Voilà, je dirais ça en termes prudents et polis. Mais c'est la raison pour laquelle je pense que on a là un terrain d'expérimentation qui est un peu différent que ce qui est entendu classiquement dans le domaine de la e-santé. D'abord parce que ça met en œuvre et en jeu des institutions peut-être aussi différentes. Je veux rappeler, moi, le rôle majeur dans la silver economy qu'auront et qu'ont déjà les collectivités locales. C'est moins le cas dans la e-santé. La e-santé, on a un ministère de la Santé, on a des professions médicales avec leur représentation nationale, on a des hôpitaux, donc on connaît l'excellence, la force, mais aussi de temps en temps l'absence de souplesse. Là, on est dans un monde un peu différent, plus émietté peut-être, le médico-social, mais en même temps peut-être plus souple justement pour cela. Et puis une connexion qui existe moins dans le domaine de la santé avec les collectivités locales de base, j'allais dire. Au fond, nous, on travaille au quotidien avec les centres communaux d'action sociale. Au fond, on travaille au quotidien avec les conseils généraux devenus départementaux. C'est eux qui versent l'APA. Et c'est à travers cette APA qu'on peut faire émerger un certain nombre de technologies à domicile. Et puis enfin demain, et ça c'est un peu nouveau, on va beaucoup plus travailler avec les régions. Pas avec les ARS, avec les régions. Les collectivités locales que sont les conseils régionaux redessinés à partir de janvier prochain. Parce qu'au cœur de la silver economy, il y a les régions. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que le secteur médico-social avait plutôt l'habitude de travailler avec les conseils généraux, qui étaient les donneurs d'ordre. C'est eux qui font les marchés de téléassistance. Désormais, on va avoir des régions. Et pensez à ça, il y a des régions maintenant qui vont compter jusqu'à 10, 12, 13 départements. Donc l'articulation entre la région et les départements, ça va être différent. Quand vous allez passer un certain nombre de marchés, c'est pas la région qui est compétente. Mais mon petit doigt me dit qu'il y a des régions, et je sais qu'en Midi-Pyrénées, ça a commencé, qui ont pris à bras-le-corps le sujet de la silver economy, et qui, du coup, même si c'est pas totalement dans leurs compétences institutionnelles, vont d'une manière ou d'une autre quand même coordonner un peu les départements d'une même région. Et là, il y a un certain nombre d'opérateurs qui avaient un peu de mal à développer une nouvelle technologie, un produit pour le département de la Lozère, qui seront peut-être contents que leur solution puisse se décliner sur un territoire plus large. Voilà, donc moi j'aime bien cette matière qu'est la silver economy, parce que vous voyez qu'elle est complètement malléable, on est au début de quelque chose. On sent bien que ça va se développer, que ça va exploser, mais on est au début. Et c'est ça, cet esprit pionnier qui est peut-être... C'est moins le cas dans la e-santé, d'ailleurs, cette université en est le... Voilà, il y a des gens qui sont des habitués de ces rendez-vous, etc. La silver economy, c'est plus nouveau, ça met en jeu des acteurs un tout petit peu différents, et je pense que la silver economy peut être une chance pour la e-santé. D'ailleurs, sujet qui n'a pas été encore abordé, je crois, au festival, d'ailleurs. Historiquement, est-ce qu'il y a eu des sujets, Dominique, sur... Non, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas eu de sujet sur la silver economy. Et sur, oui, voilà, je pense qu'après cette université, ça sera le début. Et pourtant, c'est tellement important, puisque la société doit s'adapter à cette révolution. Parlez de révolution, Dominique. Est-ce qu'on est d'ailleurs dans une révolution ou une évolution ? Une forme de révolution de la société, non ? C'est quand même un changement total. Parce que le mot est important. Je voudrais vous... Enfin, moi, je suis un acteur des politiques publiques depuis maintenant une quinzaine d'années là-dessus, enfin 20 ans même. Non, je pense qu'il est en train de se passer quelque chose de plus qu'une évolution. Voilà. Il y a un vrai changement de paradigme des politiques publiques. En fait, la révolution du bien vieillir, c'est le nom du livre blanc que j'ai remis à Laurence Rossignol en votre présence, Luc Broussy, donc la semaine dernière.
parce que donc je préside le groupe Silver Economy du Syntec Numérique. Le Syntec Numérique, c'est les entreprises du numérique. Donc dans mon groupe de travail, il y avait IBM, Altran, Altos, Bull, Alcatel, plus beaucoup d'autres entreprises de consulting notamment. Et en fait, c'est vraiment une révolution qu'on est en train de vivre. C'est assez amusant que vous parliez de malléabilité. C'est vrai qu'en tant qu'entreprise du numérique, et donc Orange fait partie de ces entreprises du numérique, on a un réel savoir-faire de transformation des organisations. Et donc on s'est permis de conseiller, de faire remarquer ou de proposer à Madame la Ministre un modèle d'organisation beaucoup plus solide, un opérateur de maintien à domicile notamment. Et donc en disant mais l'émiettement, on va pas rassembler tout le monde sur un seul chapeau de façon militaire, ça n'a pas de sens. Mais on a fait la suggestion, mais si vous montiez un opérateur de domicile, de maintien à domicile ou de soutien à domicile, ce que vous voudriez, un opérateur qui facilite le fait de rester à domicile, qui facilite la prévention ou l'accompagnement du vieillissement, voilà à peu près quel contour il aurait. Et les choses vont s'harmoniser. Ça prendra 10 ans, mais ce n'est pas si grave que ça. Parce que refondre le système de santé, puisqu'on parle bien de refondre du système de santé, alors que rien que l'assurance maladie a un budget supérieur au budget de l'État, ça va prendre 20 ans. Remarquez que dans un autre type d'entreprise de service, je parle des banques, des assurances par exemple, il y a 15 ans, c'était la première révolution numérique. C'était la mise en place des hotlines, le site web. D'ailleurs, qui va maintenant dans son agence bancaire, pire je crois, c'est l'agence d'assurance. À part quand il y a un gros sinistre, ou quand on veut couvrir un gros sinistre, ou à part quand on veut un prêt bancaire, on ne va quasiment plus en agence. Et tout se passe en ligne. Voilà, tout se passe en ligne. Donc c'est cette première révolution qui n'a pas encore pénétré l'énorme entreprise, la gigantesque entreprise qu'est le sanitaire, le médico-social et le social. C'est la première révolution. Et il y en aura d'autres. Vous voyez bien que on voit bien que la facilité que donnent les nouvelles technologies place le bénéficiaire, le patient, le résident, le citoyen au cœur du dispositif. Et donc là, il y a encore une autre révolution qui apparaît. C'est le titre de cette table ronde, est-on senior-centrique? Clairement pas en ce qui concerne là maintenant l'action sociale, médico-sociale, mais par quelques changements d'organisation, on peut on peut y arriver. Et notamment, c'était l'objet de l'appel d'offres Autonomadome de l'Isère, qui reste assez exemplaire parce que, pour l'instant, puisque c'est une proposition très opérationnelle et relativement immédiate. Alors, il y a d'autres initiatives, comme plus sous l'angle recherche, comme celle qu'a pris la région ici, mais on aura bien besoin des régions pour pouvoir donner l'impulsion nécessaire sans un département ayant une responsabilité d'action sociale et médico-sociale. C'est très très bien, notamment il y a une disposition dans la future loi d'adaptation de la société au vieillissement qui devrait être mise en œuvre en 2016. C'est la conférence des financeurs. Donc sous le pilotage d'un département se retrouveront autour de la même table les financeurs de l'action sociale et médico-sociale, donc la CEPAM, l'ARS, bien entendu le département au titre du premier financeur, mais la CARSAT. On peut s'attendre à ce que dans certains départements, ce soit élargi à d'autres financeurs, peut-être plus de nature privée, je pense à certaines mutuelles. Est-ce qu'il y a d'ailleurs justement du public-privé? Est-ce que ça s'est déjà très développé ou pas? C'est une bonne piste pour accélérer la transformation, mais pour l'instant, pas tant. C'est l'un des sujets, j'imagine. Hein. Oui, voilà. D'accord. Justement, les acteurs, est-ce que vous, Nadia, vous voulu que... On voit, il y a les acteurs publics, les acteurs privés. C'est qui les grands acteurs? Mais on va faire un point focus quand même sur la partie santé et e-santé dans cette Silver Economy. Quels sont les grands acteurs que vous croisez régulièrement dans vos réunions, les uns et les autres, que ce soit au Syntec numérique ou est-ce qu'il y a des acteurs qui sont plus en pointe, hormis Orange évidemment qui est là aujourd'hui? Moi, je vais évidemment citer les grandes entreprises qui sont aujourd'hui adhérentes de France Silver Eco. C'est injuste pour tous ceux qui attendent derrière la porte et qui vont adhérer
les jours qui arrivent. Mais on a des acteurs comme Orange, évidemment, comme La Poste, comme Sanofi, comme Legrand, comme Pfizer, les laboratoires Pfizer qui financent une opération avec France Silver Eco depuis 2 ans qui a beaucoup de succès, qui s'appelle le Silver Boost Emploi. Donc il met de l'argent pour... on produit une aide financière pour la création d'un premier emploi dans une start-up qui a trait à la Silver Economy. Et ça marche pas mal, et ça marche tellement bien qu'on va sûrement non seulement continuer, mais même amplifier ce phénomène, parce qu'on a évidemment dans ce secteur-là, c'est un des points communs qu'on a avec la e-santé, c'est qu'on a un réseau de grandes entreprises et de toutes petites, et qu'on a le problème français des entreprises de taille intermédiaire, on l'a aussi dans la Silver Economy. Donc il faut arriver... Mais moi je suis vraiment frappé du nombre de jeunes entreprises qui se créent. Alors il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de choses qui relèvent plus du concours Lépine que de la Silver Economy et du sérieux, mais peu importe, que 100 000 fois close, comme dirait l'autre, et puis... et voilà, donc là il y a quelque chose qui est en train de se passer de ce côté-là. Quand on dit qu'il y a des nouveaux métiers, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de nouveaux métiers. Je parlais avec la CAPEB, la Chambre des professionnels du bâtiment. Aujourd'hui, il y a un métier qui s'appelle électricien. Demain, le même électricien va aller de plus en plus dans les appartements de personnes âgées, mettre en place des systèmes de capteurs de chute, de systèmes de domotique, etc. On ne va pas l'appeler électricien en gérontologie, ce n'est pas un nouveau métier, c'est toujours un électricien. Sauf que c'est un électricien qui va s'adapter à l'évolution de sa clientèle. Donc je suis moins sûr qu'il y ait l'émergence d'énormément de nouveaux métiers, mais par contre, c'est des fonctions qui vont être reconfigurées en fonction, une fois de plus, du vieillissement de la population. Donc oui, on a des grandes entreprises qui sont impliquées, beaucoup de petites entreprises. On a des modalités de financement qui ne sont pas suffisamment utilisées. La Caisse des dépôts vient de créer un fonds qui s'appelle le fonds CISA. J'ai cru comprendre quand même s'ils ne disent pas comme ça, que pour l'instant, ça ne se précipite pas au portillon. L'OCIRP, peut-être connaissez-vous, parce que vous avez parlé des acteurs. Moi, il y a un monde auquel je crois beaucoup, c'est le monde de la protection sociale complémentaire. C'est-à-dire, ça va des institutions de prévoyance type Clésia, Médéric Malakoff, en passant par la Recherche Carco, en passant par la Recherche Carco, en passant par Réunica, en passant par les assisteurs, Europe Assistance, Mondial Assistance, en passant par les assureurs, toutes les mutuelles évidemment, mais y compris les mutuelles d'assurance. Donc, vous voyez, les banques assurances, c'est pas un hasard si le Crédit Agricole vient d'adhérer chez nous. Donc, tout ce monde-là, cette nébuleuse, a un rôle majeur à jouer, parce qu'il y a un autre phénomène qui est en train d'être clair maintenant, c'est que le financement public dédié à la dépendance est arrivé à peu près à sa maturité. Il y a un truc qui s'appelle l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, et un certain nombre d'acteurs attendaient le Graal, le 5e risque. Un jour, il va y avoir des milliards d'euros qui vont être déversés dans ce secteur, et enfin, tout sera gratuit, la maison de retraite, comme... là, je crois que tout le monde a compris que pour les 75 ans à venir, ce n'était pas d'actualité. Et donc, de manière pérenne désormais, il y a un financement public dont je rappelle que l'APA, c'est quand même 300 € en moyenne par mois en établissement, 400 € en moyenne par mois à domicile. Donc, ce n'est pas des sommes énormes. Mais en même temps, ça fait la jointure. Et que maintenant, voilà. Maintenant, il faut que la protection sociale complémentaire monte ce deuxième niveau. Et ne peut plus avoir comme excuse on attend que le premier niveau soit terminé. C'est bon, il est terminé. Donc multicentrique aussi au niveau des acteurs. Et plus on sera multicentrique, si on vous écoute, plus ça sera en tout cas, ce monde de la protection sociale complémentaire, je pense qu'il a vocation à être au cœur. D'ailleurs, certains l'ont compris. Moi, je vous l'ai dit, je dirige un master à Sciences Po, et du moment où il est devenu un peu moins médico-social et un peu plus Silver Eco, viennent vers nous pour être étudiants. Des dirigeants de groupes de protection sociale qui ont compris que manifestement dans le développement de Médéric Malakoff, d'AG2R La Mondiale ou de Clésia, la Silver Economy allait être au cœur de leur activité de demain. Donc là aussi on reboucle avec la communication. Donc, je voulais dire juste une phrase, excuse-moi. La conférence des financeurs de la prévention va se mettre en place dans les départements à partir du mois de janvier. Nadia Frontini l'a dit. Mais la loi prévoit l'abondement de ces conférences à hauteur de 140 millions d'euros. C'est quoi ces 140 millions d'euros ? C'est 140 millions d'euros d'APA
qui seront délivrés à ces conférences pour financer autre chose que de l'aide humaine. Il faut comprendre aujourd'hui que sur les 5,5 milliards d'euros qui financent la dépendance des personnes âgées partout dans les départements, donc l'APA, 92% sont dédiés aux aides humaines, c'est-à-dire l'aide à domicile, quoi, ou la maison retraite, et 8% seulement sur les aides techniques. Là, en mettant 140 millions d'euros et en les dédiant spécifiquement aux aides techniques et à la prévention, ça va vraiment faire un effet de levier. C'est-à-dire que là, maintenant, clairement, les associations d'aide à domicile, partout, à Castres-Mazamet, à Toulon et à Maubeuge, quand elles vont élaborer leur plan d'aide pour Madame Durand, avant, elles mettaient de l'aide humaine. Et elles continueront à mettre de l'aide humaine. Mais avec ce plus, elles vont pouvoir, si elles veulent, grappiller une partie de ce plus. Et il ne suffira pas de mettre 3 heures de plus d'aide-soignante. Là, il faudra innover, et y compris les associations d'aide à domicile, qui sont beaucoup moins réticentes aux nouvelles technologies qu'on aurait pu le penser. Il y avait 2 résistances. Il y avait le fait qu'on est un senior et les nouvelles technologies, on ne sait pas trop. Ça, on voit bien que la barrière d'âge en termes numériques s'explose de jour en jour. J'aimerais bien que mon père, d'ailleurs, se calme un peu, là, parce qu'il en est à 40 messages Facebook par jour, à 80 ans. Mais on voit bien que cette barrière numérique, là, cette fracture numérique, elle n'existe plus de jour en jour. Mais la fracture aussi, qui consistait à ce que l'aide à domicile de niveau 5, donc qui n'est pas le bac, ces services-là soient réticents à la fois culturellement et en même temps parce que pendant longtemps, on leur a raconté l'histoire du robot qui allait remplacer l'aide humaine. Une fois que ces fantasmes-là n'ont plus cours aujourd'hui. Et je suis frappé, moi, de voir à quel point les grands réseaux associatifs, notamment à domicile, ADMR, ADESA, l'UNA, etc., sont en plein là-dedans. La FEAP, encore, son congrès au mois de novembre, est totalement basé sur le numérique. Donc, les grandes fédérations d'aide à domicile ont pris ce tournant-là maintenant de manière extrêmement volontariste. Et ça va là encore beaucoup aider les choses pour que les nouvelles technologies se diffusent désormais vraiment au quotidien. Donc une convergence qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Nadia. Il y a vraiment, moi je partage l'enthousiasme de Luc Broussy. Il y a vraiment un fait, alors j'espère que l'avalanche va se concrétiser, mais il y a vraiment un faisceau en ce moment d'éléments positifs. Donc même le congrès de la mutualité française était également autour du numérique. Donc, un faisceau d'éléments positifs. J'ai cru comprendre, c'est 26 départements, c'est ça qui va être en préfiguration sur les conférences des financeurs. Oui, à l'automne. Donc, généralisation dès le début de l'édition. Voilà, donc déjà, certains départements ont envie de s'y mettre. Donc, je partage. La réalité, quand même, c'est que cette transformation ne va pas se faire en claquant des doigts. Quand on avait travaillé sur le contrat de filière Silver Economy, vous savez, il existe un contrat de filière numérique, un contrat de filière automobile, un contrat de filière nucléaire, plus près d'ici, j'aurais dû dire un contrat de filière aéronautique. Il existe un contrat de filière Silver Economy qui a justement essayé de débroussailler un petit peu. On avait dit à l'époque qu'il y a 4 grands acteurs. Il y a les institutionnels, parce que les pouvoirs publics ont un tel poids dans le domaine social et médico-social, que la structuration d'un marché viendra de l'impulsion des institutionnels. Il y a un autre grand type d'acteurs, sont les acteurs métiers. C'est eux qui vont se transformer. Et même s'il n'y aura pas de révolution de métier, il y aura quand même un gros changement de métier. Parce qu'en ce moment, on a des coordonnateurs qui coordonnent, des gens qui coordonnent encore, je fais allusion au Maya, qui coordonnent, des coordonnateurs dans toute entreprise. Et je vous ai dit, avec la montée en fragilité de la génération du baby-boom, il va falloir industrialiser. Dans toute entreprise, quand on est en train de coordonner des coordonnateurs qui coordonnent, ça veut dire qu'il y a un tout petit problème d'organisation. Voilà. Donc il y aura des évolutions de métiers. Il y aura des évolutions de métiers. Nouvelles formations, alors voilà. Complémentaires, si on vous écoute, mais du coup, revoir aussi le système de formation. Il n'y aura pas de révolution des métiers, mais il y aura des évolutions des métiers. Je pense qu'on est allé trop loin dans l'expertise extrêmement fine. Et ce qu'on voit dans... Voilà, je reviens avec mes 4 acteurs. Les institutionnels, les acteurs métiers. Dans les acteurs métiers, il y a des gens très intéressants que tu as cités. C'était les téléassisteurs. Dans les téléassisteurs, notamment ceux qui ont un rôle social, je pense à RMA, à IMA, ou Dom Plus, ou ces gens-là, en fait, c'est quasiment des assisteurs avec une compétence sociale. C'est-à-dire c'est une assistante sociale au téléphone. Dans les expérimentations de télémédecine que l'on a, on a aussi des infirmières au téléphone. Ce n'est pas la révolution d'un métier, mais ce sont des belles évolutions de métier. Voilà. Changement, et voilà. Donc là encore, les acteurs métiers,
donc les maisons de retraite qui essayent d'élargir leur service au domicile, les assisteurs qui essayent également d'élargir leur mission pour accompagner socialement, non plus quand il y a un grand accident, mais quand il y a plutôt sur la continuité, l'accompagnement. Les troisièmes, ce sont les industriels, tu les as cités. Il y a des gros, il y a des petits. Il y a énormément de petits et c'est normal parce que le financement est encore extrêmement émietté. Et je dois dire que ce qui me fait j'espère partager mon enthousiasme avec vous, c'est que maintenant des gros acteurs comme nous le sommes commencent à être interpellés parce qu'on nous dit, mais c'est bien gentil, tous ces objets connectés là dont on voit la profusion, il suffit d'aller à la FNAC, il suffit d'aller chez Decathlon pour voir la profusion d'objets connectés, mais qui est-ce qui va nous garantir que dans 2 ans, 3 ans, ça va encore continuer à marcher ? Clairement, des gros acteurs comme nous le sommes, mais on n'est pas seul, mais sont capables de garantir cette continuité. Et puis les derniers sont les financeurs. Et c'est vrai que l'ANI va être mis en place prochainement. L'ANI, c'est cet accord national interprofessionnel qui permet, alors je ne sais pas si c'est obligé, en tout cas, ça a été une belle négociation. Et dans les grandes entreprises, les salariés, donc, on bénéficie, dans les entreprises, y compris les petites, les salariés bénéficient d'une couverture complémentaire santé. Oui. Au moment du passage à la retraite, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc, du coup, les complémentaires santé, les mutuelles sont en train de s'intéresser aux salariés avant la retraite. Donc, enfin, il y a probablement un mécanisme de financement de la prévention qui est en train de se mettre en place. Et effectivement, des nouveaux acteurs commencent, tu as cité le Crédit Agricole, mais il y en a d'autres encore qui commencent à s'intéresser à ce financement, c'est-à-dire comme financement, il n'y a plus que les pouvoirs publics, mais beaucoup d'énormes gros acteurs sont en train de se poser des questions. Maintenant, vous dire que tout est organisé, ça c'est clairement... On voit frémir, je vous ai parlé d'Autonomador, je vous ai parlé d'un certain nombre de projets qui sont très structurants parce qu'ils illustrent à grande échelle ce que des grandes entreprises sont capables de faire. Là encore, systématiquement avec des petites. Nous, on n'est pas... je montre souvent mon iPhone, donc je vais montrer celui de Luc là ici. Nous, on ne sait pas faire ça, donc on ne travaille qu'en partenariat avec d'autres. Ouais. Donc ça nous rend quand même assez optimistes. Mais enfin, il ne faudrait quand même pas que ça dure trop longtemps, puisque quand je l'ai cité, la télémédecine, nombre d'opérateurs en rêvent depuis 20 ans. Exactement. Alors, puisque le temps avance, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle ? Alors, je vais venir avec le micro. Je vous laisse vous présenter rapidement et faire une question courte. Oui, je vais essayer d'être très rapide. Donc Isabelle Poujoula, on est 2 personnes, on travaille sur un projet qui s'appelle Géromove, mais qui a pour objectif d'agir contre la perte de mobilité par l'exercice physique. Mais expérimentation dans le Lot. En fait, je ne vais pas vous parler du projet. Le Lot, vous avez parlé de la Lozère, ça m'a intéressée. Donc je vais vous interpeller peut-être, Madame Frontini, parce que je vous entends et c'est vrai que le problème, et c'est pas simplement le Lot, c'est qu'il y a encore des zones blanches et beaucoup de zones blanches dans nos départements. Je vais vous donner un exemple puisqu'on participe piloté par la ARS aux contrats locaux de santé. Et il y avait une directrice d'un EHPAD et tous les EHPAD quasiment du Lot ont été équipés pour l'ajustement de télémédecine. Ils ont eu les équipements, ça a été je crois financé en partie par l'Europe. Et ils n'ont pas le débit, donc ils ne peuvent pas s'en servir, donc c'est dans une armoire. Ils avaient le médecin qui était en face. Je vais rajouter, on a aussi dans nos départements hyper ruraux une vraie problématique pour faire venir des médecins, et notamment des spécialistes en gérontologie. Nous sommes le 2e département en France le plus âgé, avec un solde migratoire positif, mais ce sont des retraités qui viennent chez nous, souvent parisiens ou anglais. Et du coup... ce qui est assez préoccupant, alors effectivement ça mettra peut-être 10 ans, on va y arriver, mais nous on n'est pas sur la fracture numérique, on est sur la fracture de l'accès aux soins, parce que du coup la télémédecine c'est pas accessible, les distances sont quand même importantes pour trouver un hôpital et les nouvelles technologies sont pas accessibles parce que nous n'avons pas les réseaux. Oui, ça je peux répondre assez facilement. Le fait qu'il y ait des zones blanches, c'est pas normal. Je veux dire que
Je crois que les opérateurs de télécommunications, et notamment Orange, ont fait des propositions au pouvoir public pour qu'il n'y ait pas de zone blanche. Soyons clairs, la télémédecine, c'est d'abord ce que vous pouvez avoir sur votre iPhone. Donc, ce n'est pas du grand débit. À part les radios, à part certains services qui sont très utiles et qui existent en région parisienne, notamment dans quelques EHPAD, où les personnes âgées ne sont pas déplacées, mais ont un dispositif, c'est comme du Skype en amélioré, avec au bout un médecin capable au moins de rassurer et au moins d'apprécier l'urgence d'un déplacement en hôpital. Ça existe déjà et ça demande du débit. Mais tout le reste ne demande pas de débit, ne demande simplement un accès, effectivement, à une ressource qui est maintenant considérée comme universelle, je crois, puisque maintenant il y a bien, même en cas de pauvreté, il y a des dispositifs qui sont faits pour que tout le monde ait accès à Internet. Donc, les zones blanches, vous savez qu'on y travaille et vous avez ici un représentant de la région, donc je le laisserai compléter pour ce qui concerne Orange. Oui. Mais la plus grosse difficulté, je vous citais l'EHPAD, la plus grosse difficulté, c'est les problèmes d'organisation, c'est-à-dire quand la personne, ne pas déranger la personne pendant sa sieste, la personne âgée qui a besoin d'une consultation, mais bien organiser la disponibilité de l'équipement de la personne âgée avec en face la bonne compétence. C'est ça la grande difficulté, elle n'est pas technique, pas autre chose. Voilà. Luc, vous vouliez réagir? Non, il y a des zones blanches, il y a aussi des zones grises. Je veux dire par là que le vieillissement va être extrêmement hétérogène sur le territoire. Et donc vous posez une question, d'autres territoires vont vous poser d'autres questions avec d'autres problématiques. Moi je suis élu de banlieue nord de Paris, et je peux faire exactement le même constat que vous sur les déserts médicaux. Les médecins ont aussi peu de chances d'être au cœur du Lot que d'être au plein cœur de la cité de Goussainville. Bon. Donc on a chacun nos spécificités, et en région Île-de-France, on a une grosse zone blanche en Seine-et-Marne. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être à 800 km de Paris pour avoir ces zones blanches. Mais par contre, ce qui est absolument passionnant, c'est comment les territoires vont s'adapter au vieillissement. Il y a ce qu'on appelle, vous savez, les géographes appellent ça la diagonale du vide. C'est loin d'ici, mais quand même. C'est Champagne-Ardenne, Bourgogne, Massif central. Voilà. Ça, c'est toute une zone qui va vieillir et se dépeupler. Après, il y a d'autres régions qui vont vieillir, et vous parliez de Nice tout à l'heure. En réalité, tout le pourtour méditerranéen reste une zone extrêmement dynamique. Je le dis parce que, comme Midi-Pyrénées va fusionner, je crois, avec Languedoc-Roussillon, le pourtour méditerranéen, on a l'impression que quand on passe le pourtour méditerranéen en voiture, on a l'impression de croiser un EHPAD tous les 500 mètres. C'est pas faux. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Donc Nice n'est pas une ville vieille. C'est une ville où il y a beaucoup de personnes âgées, ce qui est différent. Mais en pourcentage, il n'y a pas beaucoup plus de vieux à Nice qu'il y en a dans d'autres capitales régionales. Voilà. Et donc, chaque région, et c'est pour ça que c'est vraiment... l'échelon régional va être vraiment capital, c'est que chaque région va devoir, au fond, s'adapter à son vieillissement. Le Limousin, qui est la région la plus vieille de France, et voire presque d'Europe, qui ne restera plus longtemps, mais enfin, est en train de regarder comment elle va adopter son économie au vieillissement de la population, qui n'est pas forcément une catastrophe. Parce que dans le vieillissement, il y a aussi des retraités avec des pouvoirs d'achat fixes. Enfin, il y a moins de précarité que dans d'autres catégories de la population. Donc, il y a un moment donné où des économies présentielles vont se développer parce que il y a des consommateurs qui sont sur place. Donc voilà, c'est absolument passionnant quand on verra la France de demain, parce que les phénomènes d'inégalité vont s'accroître. Je vous donne un chiffre et je termine là. Aujourd'hui, le département le plus jeune de France, la Seine-Saint-Denis, 13% de seniors. Le département le plus vieux de France, c'est pas le Lot, c'est la Creuse, 32% de seniors. Dans 20 ans, le département le plus jeune de France, la Seine-Saint-Denis, 21% de seniors. Le département le plus vieux de France, toujours la Creuse, 46% de seniors. Et c'est-à-dire que les écarts vont encore plus s'accroître. Bon,
Comme pour l'instant, il n'y a pas de projet de loi prévoyant, à partir du 80e anniversaire de l'habitant du Lot, de le mettre en Seine-Saint-Denis d'office, l'inverse peut-être. Bonne idée quand même. Hein, c'est pas moi qui l'ai invité. C'est pas moi qui l'ai invité, c'est Régis Debray. Le jour où vous passez devant une librairie bien achalandée, il a écrit en 2003 un petit bouquin chez Flammarion, Régis Debray, philosophe, donc le plan Vermeil, où il se mettait dans la peau de quelqu'un qui est le rapporteur donc de la question du vieillissement auprès d'un ministre. Voilà, donc j'ai fait ça moi 10 ans après, sauf que je l'ai fait peut-être de manière un peu moins ludique que lui. Lui, il l'a fait et il propose à un moment donné il propose de déporter l'ensemble des 80 ans et plus dans un endroit où il ne gênerait personne, et il avait choisi le plateau du Haut-Vivarais. Vous voyez, c'est encore raté pour la Lot. Il avait choisi l'Ardèche. Bon, mais voilà. Mais au-delà de cette mesure un peu radicale qui ne semble pas recevoir le consensus absolument politique aujourd'hui. Non, mais sérieusement, voilà, ça veut dire que les territoires vont devoir s'adapter et que le vieillissement n'est pas une catastrophe, même pour les territoires, c'est qu'il y a des économies locales qui vont réagir en fonction aussi de l'évolution démographique. Et c'est pas innocent le fait qu'on ait proposé que, donc ça c'est le premier article du contrat de filière, redonner du pouvoir aux régions pour justement l'organisation globale du système social, médico-social. C'est ce qui se passe dans toute l'Europe également. Un système très centralisé n'est pas forcément... On a beaucoup à découvrir, comme on l'a dit, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle génération, hein, d'une révolution de toute façon, hein, clairement. Enfin, on est en plein dans la révolution, mais on n'a pas encore complètement mis en œuvre les bonnes solutions. Il y a quelques pistes qui arrivent, et clairement c'est au niveau de la région, c'est trop compliqué au niveau national, puis de toute façon c'est constitutionnellement pas possible, puisque c'est la liberté des collectivités locales, hein, garantie par la Constitution. Mais au-delà de ça, c'est parce que c'est raisonnable que ça se fasse au niveau d'une région, et c'est vrai dans tous les pays. Au plus proche de ses habitants, ce qui est quand même... Voilà, notamment le Pays Basque, qui est renommé en Espagne pour avoir vraiment innové. On sait qu'il y a l'Écosse également, on sait qu'il y a le Danemark, parce que le Danemark c'est tout petit. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a justement une dernière question, parce que le temps avance? Alors. Merci, bonjour. Oui, je me présente, Liberto Ibero, donc je suis le nouveau président, depuis peu, du pôle de compétitivité Cancer Biosanté, qui est basé donc sur la région Midi-Pyrénées. Et on discutera bientôt avec nos collègues de Languedoc-Roussillon, justement. Parmi nos thématiques Cancer Biosanté, il y a aussi le vieillissement. C'est une thématique sur laquelle il va falloir qu'on se plonge, parce qu'on a beau avoir tous les atouts, et vous êtes aussi aujourd'hui parce qu'il y a des atouts importants pour la région. Mais je pense aussi qu'il faut se donner rendez-vous, justement, dans l'épanouissement de cette thématique, en tout cas pour nous, avec vous, les intervenants, pour peut-être aller au-delà de ces discussions qui sont très intéressantes, parce que vous nous avez ouvert des voies de réflexion et probablement des voies d'action aussi. Donc je pense que ce que vous avez dit là ouvre aussi des possibilités, donne des idées, des matières à réflexion. Et donc je voulais vous remercier pour vos interventions. Vous voyez, c'est pas une question, hein, c'est une remarque. Et ça peut servir de conclusion, effectivement. Donc merci à vous pour votre éclairage, vos éclairages respectifs. Et je vous dis, je vous donne rendez-vous sûrement très tôt, très vite, pour parler plus en profondeur de cette thématique du vieillissement qui concerne directement et officiellement le pôle de compétitivité Cancer Biosanté. On allait presque vous applaudir pour avoir fait cette conclusion. Allez, moi je vais vous poser la question de la fin. Pour nous mettre en appétit et avoir un sujet à réflexion, est-ce qu'il y a un pays qui justement vous inspire plus que d'autres? Qui commence? Nadia? Alors moi je ne veux pas répondre sur un pays. Je pense que... Rapidement, en fait, alors, rapidement. Tout le monde s'est dit, le Japon, ça fait tellement longtemps, ils ont pas de vieux, etc. Non, franchement, je pense qu'on est meilleur. Moi, j'étais très frappée la dernière fois que je suis allée au Japon, c'était juste l'année dernière, de me rendre compte qu'ils ont fait la même bêtise que nous, en gros. Hein, c'est séparer les sous du social et les sous du sanitaire. Et donc, du coup, ils sont aussi embêtés que nous en ce moment avec leur silo. Pas le Japon. Pas le Japon. Les États-Unis, alors de temps en temps on me dit mais quand même Nadia, comme grosse entreprise, qu'est-ce que tu es jacobine, tu interpelles les pouvoirs publics, pourquoi tu ne te bouges pas toute seule? Moi je voudrais simplement noter qu'aux États-Unis, l'Obamacare qui oblige les hôpitaux à reprendre pour une même maladie, pour un patient dans un intervalle relativement court, fait que, donc une disposition fédérale, fait que
la télémédecine est en train de se développer, financée par les assureurs qui n'ont pas très envie que leurs hôpitaux financent une opération gratuite. Moi, je dis que la meilleure comparaison qui pourrait nous aider pour aller beaucoup plus vite, et je dis, c'est vraiment une chance pour le social et le médico-social, parce que quelque part, allez, faut reconnaître, le numérique, c'est pas ce qui étouffe la vie quotidienne d'un acteur du social et du médico-social. C'est de prendre, pour exemple, les entreprises de services. Regardez ce qui s'est passé dans les banques, regardez ce qui s'est passé dans les assurances, regardez ce qui se passe dans le transport. Et je pense qu'il y a beaucoup d'analogies qu'on pourrait faire. Alors là, j'espère qu'il n'y a pas trop de médecins dans la salle, parce que là, je me ferais trucider sur place. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'analogies et surtout ne pas faire les bêtises qui ont été faites dans le réingéniering, par exemple. Voilà. D'accord, donc déjà de regarder en France, c'est voilà, déjà pas si mal. Faire France, ce qu'on appelle en matière de communication du benchmark, de regarder dans d'autres secteurs et de l'analyser. Luc, qu'est-ce qu'il y a justement dans vos observations? Allez, un pays qui pourrait... Oui. Alors oui, j'aime bien quand on me dit oui. La France. Ok, vous voyez, donc c'est en plus à Castres que tout ça se passe. Parce que, non, mais je le dis au premier degré, moi quand j'ai fait mon rapport il y a maintenant 2 ans, il ne portait pas sur des comparaisons internationales, mais domaine par domaine, j'ai regardé un certain nombre de choses. Et je me suis rendu compte que, domaine par domaine, il pouvait y avoir mieux que la France. Mais domaine par domaine. Sur le logement, par exemple, sur l'adaptation du logement, Gordon Brown, à Londres, dès 2007-2008, fait un plan, mais sur le logement, et sur l'adaptation du logement. Moi, je crois que là où on a un point d'avance, on a 2 forces. Alors, je ne parle pas de la qualité des scientifiques français, de la qualité des ingénieurs, de la robotique. Bon, je laisse ça de côté, du monde de la santé, des chercheurs. Très bien. On a là, mais c'est reconnu de longue date, on est un lieu d'excellence. Mais il y a 2 autres atouts que nous avons. C'est que, nous sommes les premiers à être en train, même si elle passe un petit peu discrètement le stade du Parlement, c'est la première fois qu'un pays vote une loi aussi panoramique que la nôtre. Transversale. Ouais. Absolument. Voilà. C'est la première fois qu'une vision d'ensemble comme ça sur l'adaptation de la société au vieillissement passe le stade d'un Parlement. Et là, pour le coup, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé. Il se passe plein de choses bien au Danemark, plein de choses bien en Suède, plein de choses bien en Angleterre, mais cette vision-là d'ensemble qu'on est en train d'avoir en ce moment, depuis, à travers la loi, mais du coup, dans les réflexions qui sont les nôtres depuis 1 an ou 2 ans, ça, c'est un élément nouveau, original, et qui peut être un vrai point d'appui. Puis le deuxième, c'est que de temps en temps, il faut être fier de notre histoire et donc de notre colbertisme. Je pense que l'alliance des politiques publiques et des forces privées peut être vraiment un atout. Voilà, et je vous donne un exemple précis et j'en terminerai là. On a la semaine dernière signé, France Silver Eco, une convention de partenariat avec Business France, en présence d'ailleurs de Laurence Rossignol. Business France, vous savez, c'est le nouveau nom de UI France, les agences françaises qui travaillent à l'export de nos produits. Eh bien, il y a un secteur que je connais bien, qui est le secteur des EHPAD. Si vous commencez à faire la collection de tous les articles parus dans la presse depuis 10-15 ans, qui vous expliquent qu'il n'y a rien de pire qu'une maison de retraite française, maltraitance, ces grands groupes commerciaux qui font du fric sur le dos des petits vieux, etc. etc. Bon, vous avez de quoi tapisser l'ensemble de ce palais des congrès. Mais si vous regardez le nombre de groupes de maisons de retraite étrangers implantés en France, 0. Si vous regardez les groupes privés de maisons de retraite françaises implantées en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, et maintenant en République tchèque, en Autriche, et maintenant en Chine, c'est des groupes français. Donc un modèle qui s'exporte. Eh oui, parce que pourquoi? Justement à cause de cette économie mixte dont j'ai parlé. L'État, au début des années 2000, a dit maintenant il y en a assez, les chambres c'est au moins 18 mètres carrés, maintenant c'est plus de chambres de lit, plus voilà, tout ce que par exemple la Belgique n'a pas fait. La Belgique au même moment c'était 13 mètres carrés, les minimums de chambres. Bon, forcément avec ça ils n'ont pas appris l'excellence. Bon, nous on a eu un État qui au début des années 2000 a dit stop là, voilà des exigences. On aurait pu dire c'est le bolchevisme, c'est bon. La réalité c'est que c'était un colbertisme intelligent, l'État qui fixe des règles, des opérateurs privés obligés d'avoir un minimum de qualité, mais qui du coup sont devenus des navires amiraux de l'exportation de la gérontologie française à l'étranger. Donc maintenant, nous avons chez nous
Airbus, nous avons le champagne, nous avons Louis Vuitton et nous avons les EHPAD. Oui. Alors, il y a Nadia qui tient plus sur sa chaise. Dernier mot, Nadia. Le dernier mot, parce que j'approuve sur la France, on a des super atouts. Par contre, il faut aller vite. Il faut vraiment aller ça, vite. C'est le deuxième sujet, ouais. Parce que là, ça on a parlé moi, que de la première révolution du numérique, hein, c'est-à-dire le minimum qu'il faut faire, changer, apprendre le numérique. Mais il y a la deuxième révolution qui arrive avec le big data. Et là, par contre, il y a vraiment du changement dans les métiers. Voilà. Donc il faut aller vite. Bien, Dominique, on n'a même pas le temps de faire un mot de la fin, mais est-ce qu'il cas, y aura bientôt il me un prix semble quand même qu'il y a de sacrées cartes à jouer pour les gens qui s'intéressent à la e-santé avec cette révolution de la société. Merci infiniment à nos deux brillants intervenants. À vous deux et à vous trois. Et puis on se retrouve après pour d'autres questions. Merci beaucoup. Applaudir, vous pouvez nous applaudir.